Merci d'être ici pour cette conférence sur Pontus Hultén, donc sa vie, son œuvre, on peut presque dire, professionnelle et personnelle. Nous accueillons aujourd'hui donc Jean-Hubert Martin, Anne-Sophie Neuring et Annie Corner pour cette présentation. Donc Jean-Hubert Martin travaillait avec Pontus Hultén à l'élaboration du Centre Pompidou et durant les premières années en tant que responsable des collections contemporaines. Votre carrière en tant que directeur de musée, commissaire d'exposition et sûrement d'autres, vous avez beaucoup travaillé sur les échanges européens au cœur de lieux de rencontres artistiques, en France donc, en Allemagne aussi et en Italie. Directrice du Moderna Museet de Stockholm, Anne-Sophie Neuring est dans cette position depuis 2010. Durant 9 années, commissaire d'exposition en chef, vous avez notamment fait des expositions sur Ed Ruscha ou encore Gabriel Orozco. Et donc, vous pourrez nous témoigner en direct de un travail héritier de celui de Pontus Hultén. Et donc vous, Annie Corner, vous menez des recherches à la Södertörn Universitet sur les échanges au XXe siècle, que ce soit avant la Deuxième Guerre mondiale ou encore après, notamment pour ce qui est récemment du pop art. Merci et bonne conférence. Merci. Bonjour. Vous êtes très bienvenus. Je m'excuse, je vais parler l'anglais maintenant. Modern Art Museum ne serait pas le musée qu'il est sans Pontus Hultén. Parce que parfois, on essaie d'écrire l'histoire à travers les directeurs des musées, des architectes, etc. Mais parfois, cela nous aide, parfois cela ne nous aide pas. Regardez ces deux hommes. Je commence par cette image parce que Pontus Hultén, il était dans les années 20, suédois, a commencé en tant qu'universitaire, mais aussi donc producteur-réalisateur, et il comprenait bien la musique. Il avait l'âme d'une artiste néanmoins. Une des raisons de base, je crois, pour lesquelles il a eu le succès qu'il a eu dans les musées. Vous savez qu'il a eu beaucoup d'amis. Jean-Hubert Martin était un de ses amis. Il a eu beaucoup d'amis parmi les artistes. Il était à Paris, à New York. Il a rencontré des artistes. Et pour lui, cela voulait dire beaucoup de choses, au long de sa vie d'ailleurs. Là, on étudie, on saute en quelque sorte dans l'avenir. C'est le Moderna Museum. Si vous y venez, vas-y. Au cœur du musée, c'est en bas, vous verrez une galerie avec le Pontus Hultén Museum. Il a donné sa collection, en effet, à ce musée. C'était en 2006, au moment de son décès. Nous avons inauguré cette galerie qu'on appelle une galerie d'État en 2008. Vous pouvez, un peu comme avec un robot, c'est très typique d'ailleurs pour Pontus Hultén, vous pouvez voir donc certains des travaux qu'il a donnés. C'est un travail pour des expositions, pour des études aussi, dans l'esprit donc de Pontus Hultén. Mais le musée ne s'arrête pas là. Tout a commencé en 1957 par le Gallery Garden, qui avait été installé sur une île navale au centre même de Stockholm. Donc en 1958, on a inauguré le musée avec une exposition d'architecture. Même si Pontus Hultén n'était pas directement impliqué, c'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié en tant que discipline mélangée, interagir et voir un petit peu que chaque chose avait un sens, et quand on les rassemblait, elle donnait encore davantage de sens qu'un seul. Donc ce mélange d'architecture, de peinture, de musique dans des musées permettait davantage de vie, et ça c'est vraiment un de ses fondements, dirais-je. Ça, c'est une des premières expositions
bien connu. C'est un mouvement de l'art de 1960. À l'origine, il s'agissait de montrer son amitié avec un grand nombre d'artistes, y compris certains décédés. Et il est allé à Paris, il est allé aux Amériques. Il a beaucoup travaillé aussi avec des amis du concrétisme russe. Donc tout ça, c'était un mouvement là où Pontus travaillait donc en collaboration. Il souhaitait peut-être en travailler. Jean Hubert peut-être l'abordera. Un caractère clé pour le musée, et Marcel Duchamp, ça l'est encore d'ailleurs. Vous connaissez son travail, installé aux États-Unis, à Philadelphie. Mais nous avons une superbe collection de Marcel Duchamp qui est venue donc à notre musée, Moderna Museum. Chacun aime bien de l'étranger venir aller voir ce type de choses de musée. Quand Marcel Duchamp est arrivé à Stockholm, il est allé voir notre musée et c'est lui qui est devenu un peu consultant lorsqu'il était là en Suède. Vous savez que nous étions très pauvres comme pays. Nous ne sommes pas rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions très pauvres et il fallait trouver des façons de montrer des œuvres d'art. Eh bien, nous avons, par ces espèces de vitrines que nous avons montées, organisé des expositions très simples au début. On en a deux de ces verres. Un qui a voyagé et l'un que nous avons dans la collection permanente. Ça, c'est une sculpture que vous reconnaissez de Calder. Voilà, je passe rapidement d'autres images et d'autres personnes, parce que Pontus Hultén n'était pas tout seul. On ne peut pas faire tout ça tout seul. Il faut qu'on ait de bons amis autour de soi. Il était basé aux États-Unis, il connaissait des artistes, il travaillait dans des foires. Il travaillait aussi sur les expériences dans l'art et dans la technologie. C'était pour lui la façon de penser comme Pontus Hultén pour associer les différentes technologies et que les artistes puissent produire de nouvelles œuvres et donc entrer dans de nouveaux territoires. Ça, c'est la collection des maîtres d'œuvre. C'est quelque chose que nous ne souhaitions pas avoir. Nous sommes un musée d'État. Donc à l'époque, il faut, puisque nous sommes aidés par nos hommes politiques, il faut que nous montrions certaines œuvres. Cette sculpture, on l'appelle des fois un monographe de Rosenberg, elle a été montrée dans une exposition en 1962 en Amérique. Et Pontus Hultén est retourné aux États-Unis de nombreuses fois. Il a des fois été critiqué, mais il a fait l'objet de discussions. Et les discussions, c'est toujours bon. Là, il a dû vraiment pousser les autorités afin que ça puisse rentrer dans les collections. Parce que ce qu'il voulait faire, c'est le musée de nos souhaits. Il a collecté différentes œuvres en Europe, certains des travaux très classiques, des œuvres du début du XXe siècle. Et puis, quand l'État lui a donné 500 000 € pour acquérir un grand nombre d'œuvres d'art, voilà, il a essayé d'acheter des œuvres de ses amis. Bon, encore très rapidement, États-Unis, vous le voyez. Notre exposition pop. Robert Rauschenberg, en personne. Pendant 5 soirées, il a essayé de faire une performance, une sorte de happening, comme on disait à l'époque. Ça, c'est, je dirais, le premier événement. Le deuxième, c'était un petit peu avec des pneus. Regardez, il grimpe, il monte, il descend. Et il fait en sorte que le happening ait lieu. Il avait même une vache avec lui, Rauschenberg. Est sorti en quelque sorte de la salle et la vache sortait avec lui. Voilà le happening de l'époque. Et c'est un exploitant agricole qui avait amené la vache. C'est bon d'avoir des amis partout. Maintenant, c'est une autre pièce majeure.
J'y reviendrai, ainsi qu'Annika Hörner. C'est ce qui s'appelle la cathédrale. C'est Nekid Saint-Phal, avec donc Tanguy et Pim Ulvert. On travaillait ensemble sur cette pièce. Une cathédrale. Voilà, Nekid Saint-Phal. Il s'agissait d'une délibération sexuelle en quelque sorte. On pouvait rentrer dans cette femme, on pouvait glisser dedans, on pouvait faire du pop art, on pouvait y voir une exposition d'art carrément qui correspondait donc à l'idée de l'époque. Klaus Oldenburg, qui devait être dans cette exposition, mais qui a juste après créé son exposition donc tout seul. Et ceci sont des photos qui ont été aussi acquises de la mère d'un de ses amis. 68. Vous vous rappelez, c'était l'ère de manifestations à Stockholm, dans le monde entier d'ailleurs, en faveur de la paix. Eh bien, Andy Warhol est même venu à cette exposition. Il faisait partie du pop art. Et Ponta Sultan est venu aux États-Unis. Quand il est revenu avec Warhol, on dit « Oh, encore un artiste américain !» Il est revenu avec « Tiens, une autre vache qui regarde d'autres vaches. » Voici Ponta Sultan face à un artiste que vous reconnaissez et que le musée a voulu acheter puisque c'était l'âme donc du musée. Donc ils ont créé une amitié encore davantage. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelle des répliques d'art. Je ne vais pas entrer ici dans le problème de ces boîtes ici. Vous les connaissez. Elles sont dans des expositions qui recouvrent ce problème donc des répliques, des copies. Comment les copies peuvent devenir partie d'une collection. Dans quelle mesure et jusqu'où peut-on aller dans ces copies? J'en aurai bientôt terminé pour que Jean-Hubert Martin vous montre ces exemples. Il y avait des ateliers d'éducation, d'enseignement qui faisaient partie de l'approche à des expositions qui donc accueillaient toutes sortes de personnes. On n'a aucune idée préconçue de ce que l'art peut être, et ces personnes non plus. Et c'était pour nous notre façon de vivre l'art dans la société et sauter en quelque sorte comme ça dans l'art. Vers la fin à Stockholm, de 60 jusqu'à 73, il a dirigé ce musée et tout à coup il a invité les Black Panthers, donc Parti radical, différents happenings, des dialogues se sont ouverts et des expositions. C'était là le forum. On a eu un autre artiste vers ces nouvelles idées et il exposait sous ce dôme. Et dans ce dôme, vous trouviez des musiciens, des discussions, vous pouviez avoir des séminaires, toutes sortes donc d'interactions. Beaucoup plus tardivement, il a montré son intérêt biaisé, je dirais, envers l'art américain. Certaines personnes souhaitaient que le musée reçoive des chefs-d'œuvre. Et donc, on a regardé dans les collections de New York quelles pièces pouvaient être amenées. Donc, ils ont rassemblé un certain nombre de pièces. Ils ont arrivé, vous le voyez sur les images, l'ensemble des pièces qui ont été rapportées. Robert Reichenberg, à nouveau, c'est un monument fantastique. Nous avons essayé parfois de l'emmener en exposition en Amérique du Sud, etc. Et maintenant, on le montre donc sous ce dôme, sous cette tente, et il sera dans l'exposition Art et Technologie. Et puis, des visiteurs, le public, car c'est en fait cela.
l'âme de la vie artistique, le fait d'aller vers des façons de penser interdisciplinaires. Pontus Hultén, vous savez, souhaitait vraiment un dialogue avec les visiteurs, avec le public. Sans le public, il disait qu'il n'y aurait pas de musée, les musées ne seraient pas là. Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur son rôle en tant que directeur de musée. Et comme il est allé en France, nous allons voir Jean-Hubert Martin, qui lui parlera en français. No, me? Ah, bon, d'accord. I would like to have the microphone here. Maybe. I take your place. Oui, donc on vous l'a dit, vous l'avez compris, Pontus Hultén était avant tout un personnage d'une créativité folle. C'était une espèce de boîte à idées ambulante et qui avait peu d'intérêt pour la pensée rationnelle et qui, au contraire, adorait le nonsense et le paradoxe. Notre intervention est appelée Pontus Hultén, Stockholm, Amsterdam, Paris. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi Amsterdam. Enfin, je peux donner une raison. C'était en fait un échec à Amsterdam parce qu'il a été pressenti comme directeur du Stedelijk Museum à un certain moment. Et c'est vrai que Willem Sandberg, le très célèbre directeur du Stedelijk Museum à Amsterdam, qui avait été le premier directeur de musée à vraiment faire entrer les avant-gardes de l'après-guerre dans le musée, l'avait mis en piste pour devenir le directeur, mais ça ne s'est pas fait parce qu'apparemment il a eu une interview avec un journaliste qui a dit qu'il avait bu trop de bière pendant l'interview. Et donc ça a cassé sa candidature. Et donc, il est arrivé à Paris en 1973. Tout ça a été assez complexe parce que le musée d'art moderne existait, le musée national d'art moderne, et devait déménager dans le centre Pompidou. Et il y avait, comme c'est toujours le cas dans ces situations, beaucoup de résistance de la part de certains conservateurs, etc. Bon, il arrive en 1973, invité parce que les Pompidou avaient entendu, le couple Pompidou avait entendu parler de lui. Et il fait partie donc de cette équipe qui fait la préfiguration du centre Pompidou, qui prend plusieurs années. Ça s'étale de 1971 à l'ouverture du centre Pompidou en 1977. Et il devient en fait directeur du musée d'art moderne en 1975. Et j'étais dans cette équipe. Moi, je ne faisais pas partie de ceux qui faisaient de la résistance. J'étais dans l'équipe qui trouvait que le projet était merveilleux. Alors, si on analyse ce que je vais faire assez rapidement, là on a peu de temps, son programme et ce qu'il fait à l'ouverture du centre, en fait, on comprend, je crois, parfaitement ce qu'était le personnage et où étaient ses intérêts principaux. Il faut imaginer un petit peu le contexte dans lequel se faisait le centre. On était dans l'après 68, c'était quelque chose de complètement primordial et la majorité des gens qui travaillaient comme moi dans l'équipe étaient jeunes et avaient vécu 68 comme étudiants et on avait toute l'intelligentsia contre nous. Ça c'est très typiquement parisien, quand il y a quelque chose de neuf, on critique. Et donc, à un moment donné, on a eu vraiment très très peur parce que tout le monde nous disait vous allez faire ce gros machin et cette grande usine à gaz, comme la raffinerie comme on l'appelait, et il n'y aura personne, ce sera vide. Et on a eu tellement peur que 6 mois avant l'ouverture, on s'est mis à imaginer s'il fallait faire un espèce de jardin de sculpture sur la piazza qui est en pente, là, comme la place de Sienne, conçue par Renzo Piano. Puis en fin de compte, on a mis un cirque, on a fait appel au cirque Grus, on a mis une tente, etc. On avait terriblement peur que ce soit vide. Ça a été, dès que ça a été ouvert, ça a été un succès, comme vous le savez sans doute, ça a été rempli. Alors, le centre ouvre avec, dans ce qui était encore le forum à l'époque, il y avait un grand trou dans le hall, et c'est Jean Tinguely qui est chargé, avec Nikit Saint-Phal et Daniel Schpery, de remplir, et qui fait son énorme crocodome, qui était un train fantôme, comme il y a dans les foires.
où on passait avec un petit train. Et derrière, il y avait aussi un petit musée, d'ailleurs, encore une fois, fait par Daniel Schmerit, son premier musée sentimental. Et ensuite, passons dans le musée, et en voyant un peu différents stades de la présentation permanente de la collection dans le musée, on comprend un petit peu quelles étaient les visées, la vision de Pontus Hultén. D'abord, il tenait à ce que ce soit un musée encyclopédique, enfin dans le sens, évidemment, le XXe siècle, mais qui est la vision la plus large, c'est-à-dire qu'il soit mondialiste. Et il y avait deux endroits où il y avait de l'art venant d'autres continents. Il y avait, vous le voyez là, juste au bout de ce couloir, il y avait un ensemble d'œuvres africaines que nous avions empruntées au Musée de l'Homme, et également un ensemble d'œuvres d'Océanie. Là, vous le voyez mal, mais vous voyez une vitrine là dans la seconde salle, des œuvres donc d'Océanie. Et ce qui est très important, c'est que ce n'était pas du tout, on a longtemps cru qu'on avait fait ça pour montrer les éternels rapports des cubistes avec l'Afrique et l'influence que ça a pu avoir, mais dans notre esprit et dans l'esprit de Pontus Hultén, c'était beaucoup plus pour montrer qu'il y avait de la création partout dans le monde et pas seulement en Occident, et que l'art moderne n'était qu'une partie de la création dans le monde entier. Et ensuite, il a fait venir d'ailleurs à ce moment-là, parce que les collections évidemment du musée ne pouvaient pas en rendre compte, des œuvres du Mexique, du RSS, de Pologne, pour montrer à quel point la modernité s'était répandue aussi dans le monde entier. Et puis, il fait très rapidement, dès 1974, quelques achats majeurs. En particulier, je vous montre une œuvre de Beuys, mais enfin, on pourrait montrer quelques autres, qui ont beaucoup frappé le petit milieu artistique et qui ont prouvé aux artistes de ma génération que là, on avait vraiment quelqu'un qui était en prise avec le présent, avec l'art vivant de son temps, et qu'on dépassait le musée d'art moderne tel qu'il était, et qui avait été même en quelque sorte mis dans une espèce de niche, parce qu'on avait décrété dans quelques années auparavant que le Musée national d'art moderne, au fond, s'occupait des artistes morts, et qu'il y avait le Centre national d'art contemporain, le CNAC, qui s'occupait du vivant. Donc là, il rétablissait la relation avec l'art vivant, et on voit quelques-uns de ses amis, Larry Rivers à gauche, qui fait une espèce de pastiche de tableau de Manet, et puis Falström, dont il a acheté pas mal d'œuvres et qui ont été très souvent montrées dans le musée. Bien sûr, quelques artistes suédois dont il a fait des achats, comme Bertling ou Mortensen. Il était reçu à Paris comme une espèce d'éclaireur ou de porte-drapeau de l'art américain. Ce qui n'était pas du tout vrai, au fond. Enfin, on vient de le dire, il a bien sûr fait une exposition Warhol. Il a fait une exposition très tôt avec Rauschenberg, Jasper Johns, mais parce que simplement il trouvait que ces artistes étaient complètement formidables, et c'est vrai qu'il l'était, mais il n'était pas du tout quelqu'un qui était dévoué à l'art américain. Et cependant, il a acheté un tableau, et c'était extrêmement important pour Paris. Il a acheté un grand tableau de Pollock que vous voyez là. Et curieusement, c'est un tableau un peu atypique. Et ça, c'était assez caractéristique de Hultén de ne pas forcément acheter l'œuvre qu'on attend, c'est-à-dire le dripping absolument, j'allais dire classique, standard, mais de jouer un peu avec sa sensibilité, avec ses intuitions. Et c'est un tableau de la fin de Pollock qui s'appelle The Deep, où en fait le blanc envahit de plus en plus le tableau, et il n'y a plus que des restes de dripping un peu au centre. Et la sculpture aussi est importante pour Pontus, parce que sculpture d'un sculpteur américain, Stankiewicz, qui était très proche de Tinguely, simplement il n'avait pas inclus le mouvement dans ses œuvres. Stankiewicz soudait des objets de rebut en métal et faisait des sculptures comme ça. Il était peu connu à Paris. Et le grand apport évidemment de Hultén, c'est de faire entrer même la création de l'époque française, parce que les nouveaux réalistes n'étaient quasiment pas représentés dans la collection. Il avait une admiration totale pour Yves Klein, qui
considéré comme le plus grand artiste de sa génération, et donc il achète plusieurs œuvres, il s'en fait mettre en dépôt un certain nombre d'autres, et également, bien sûr, tous les autres, Speury, Rémoins, Villeglé, Christo, etc., tout plein d'autres artistes. Et juste pour revenir un instant à l'art américain, il avait bien conscience qu'il fallait représenter l'école de New York dans la collection. Et il disait, mais ça, il faut que les Américains payent pour les œuvres qu'on va recevoir de ces artistes. Et il s'est arrangé pour le faire. Et donc, il était complètement à l'abri des critiques parce qu'il n'y avait aucune des œuvres importantes américaines qui était achetée avec le taxpayer money, avec l'argent des contribuables français. Comme l'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, il était très ouvert à un public très très large. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, donc en 1977, à l'ouverture du musée, un tableau de Bernard Buffet qui était déjà très décrié dans les milieux sophistiqués de l'art contemporain, où on considérait déjà qu'il était ringard. Et il met un tableau de Buffet parce que des gens qui n'ont jamais été dans un musée d'art moderne et qui sont réellement venus à ce moment-là dans le centre n'auraient pas compris que l'artiste qui était diffusé dans Paris Match et dans tous les magazines et dans tous les médias et qu'ils connaissaient, dont ils connaissaient le nom, ne soit pas présent. Alors, il achète aussi, par exemple, le fameux magasin de Ben. Et je le montre parce que lorsque nous l'avons vu ensemble dans la galerie Templon qu'il vendait, on le regarde et il dit à Daniel Templon, le galeriste, il dit voilà qu'il veut l'acheter pour le musée. J'étais complètement sidéré, j'étais très étonné. Et en sortant, il me dit oui, mais c'est une œuvre d'une très grande valeur anthropologique. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est typiquement Pontus de travailler comme ça sur un registre très très large qui n'était pas uniquement l'art. Et il avait des connaissances en philosophie et également en anthropologie et ethnologie. Il s'intéressait beaucoup aux peuplades du Groenland, etc. Et il avait toutes ces ouvertures et cette très grande curiosité. Et alors, il décide de faire un programme d'exposition qui a complètement marqué, qui était fait de 3 grandes monographies, les 3 grands artistes qu'il montrait, qui n'avaient jamais été montrés à Paris à cette échelle-là, c'est Picabia, Duchamp et Malevich. Et ensuite, on verra après les grandes expositions qui ont fait la réputation du Centre Pompidou. Et Picabia, il voulait le faire très vite, il était sans doute tellement impatient qu'il décide de faire l'exposition Picabia au Grand Palais l'année avant l'ouverture du centre, en 1976, et j'ai eu la chance d'être le commissaire de l'exposition, et c'est la couverture du catalogue. On voulait la faire en relief, etc. Alors on n'a pas pu, il y avait un directeur de l'édition qui était trop obtus en disant que ça n'allait jamais se vendre. Et ça me donne l'occasion de montrer un magnifique catalogue, pour moi un des plus beaux catalogues qui ait jamais été fait d'exposition. C'est son exposition The Machine, qu'il a faite au Musée d'Art Moderne en 1968, je crois c'était 68. Et qui est formidable parce que la reliure est en fait en métal, et c'est une couverture en métal pressé, donc avec un petit relief et extrêmement pop, comme ça. Voilà. Ensuite, alors pour l'exposition Picabia a été extraordinaire parce qu'on fait l'exposition qui reste, je crois, la plus grande exposition qu'on ait faite de Picabia. Il y avait 350 œuvres. On a montré toutes les périodes de Picabia, et à un moment donné, il me dit, mais pour montrer l'amour des bagnoles, des voitures qu'avait Picabia, eh ben on va mettre une voiture. Et on a mis une Delage des années 20 dans l'exposition. Et ça, c'était typiquement lui, enfin, d'avoir des idées de ce genre-là. Et l'exposition Duchamp, donc, qui est très importante parce que il a senti que les Américains étaient en train de s'emparer de Duchamp et qu'au fond, il fallait le ramener à sa terre natale, si je puis dire. Et donc, grande exposition monographique de Duchamp, et dans laquelle on entre par une halle normande qui a été faite par Jacques Caumont, c'est-à-dire la reproduction d'une halle de marché normande, et pour le réinscrire alors vraiment dans sa terre natale, provinciale, et de montrer que ce qu'on a redécouvert depuis, combien d'œuvres, au fond, étaient influencées par son enfance et par des réminiscences qui étaient tout à fait normandes. Et puis l'exposition Malevich,
où on ne connaissait à cette époque-là de Malevich que la fameuse collection qui est au Stedelijk Museum d'Amsterdam, qui avait pu rester, que Malevich avait amené à Berlin et qui était resté pendant toute la guerre cachée et que Sandberg a acheté. Et là, pour la première fois, on montrait un peu d'autres aspects de Malevich qu'on ne connaissait pas encore, c'est-à-dire la période de la fin des années 20 et des années 30, où il revient à la figuration, ce qu'on ignorait complètement jusque-là, et avec 2-3 tableaux. Et puis, à gauche, vous voyez un architectone, ces fameux travaux de maquette architecturale que Malevich a fait en plâtre, et dont par la suite, on a pu obtenir des originaux. Et là, on a fait une reconstitution, d'ailleurs fausse, d'après une photo, mais fausse par la taille, parce qu'on avait une petite photo noir et blanc, et on a dû estimer la taille par rapport à ce que vous voyez de la table, et on s'est évidemment trompé, enfin, peu importe. Enfin, c'était quand même une espèce de manière de montrer tout ça. Et puis arrivent les fameuses grandes expositions, c'est-à-dire les Paris quelque chose, qui, au départ, dans l'esprit de Pontus Sulten, devaient être 2 expositions. Et c'était des expositions qui devaient marquer, au fond, la pérégrination des artistes. Ce n'était pas le marché qui l'intéressait par rapport à New York et tout ça, mais c'était comment les idées se déplacent et avec les artistes eux-mêmes et vont d'un continent à un autre. Et donc, il y avait, vers l'ouest, c'était Paris-New York, et d'un autre côté, il y avait vers l'est qui devait être Paris, Moscou, Berlin. Alors, Paris-New York a été cette première exposition qui a beaucoup frappé, qui a eu un grand succès. Je vous montre juste la couverture était faite par Larry Rivers, d'ailleurs aussi, du catalogue. Et puis, voilà, une reconstitution d'une scénographie de Kistler dans l'exposition, qui était le genre de choses qui évidemment plaisait beaucoup à Hulten parce qu'elle montrait les œuvres d'une manière différente et il arrivait à trouver dans l'histoire des exemples intéressants de ces scénographies très créatives. Et puis, ensuite, on se tourne vers Moscou et il va à Moscou. Il a une espèce de premier contact et il revient avec une première liste d'œuvres que lui proposent les Russes, et qui étaient en fait les œuvres de la collection Shtukin. Je me permets au passage, il n'y a pas beaucoup de Français dans la salle, mais de dire que la fameuse collection Shtukin qu'on nous a montrée chez LVMH il y a quelque temps, c'était parfait, c'était très bien, mais presque tous les tableaux avaient été montrés à travers diverses expositions qui étaient régulièrement envoyées en France à travers les échanges diplomatiques entre la France et la Russie au cours des années 70. Et donc, on lui propose ça et il revient avec ça et on lui dit mais non, mais c'est pas ça qu'on veut montrer. On veut montrer en fait ce qu'ils ont toujours caché depuis la période stalinienne, c'est-à-dire leur fameuse avant-garde historique avec Malevich, Tatlin, Rodchenko et tout ça. Et on repart à la charge avec les interlocuteurs russes et que je dis bon, on peut faire l'exposition plus ou moins comme vous la concevez, mais vous éliminez Berlin. Et ça, on était en 1977 et l'exposition devait avoir lieu en 1978. Et alors, on se disait bien que l'exposition Paris-Moscou, ça devrait être plus tard, mais on se dit tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Et c'est là que je lui dis, avec l'inconscience de la jeunesse, je lui dis, on fait Paris-Berlin. On l'a fait en moins d'1 an, ce qui est absolument incroyable, grâce à Bernard Spies, qui nous a beaucoup aidés, qui a fait le tour des musées allemands et qui a décidé, tous les directeurs de musées, de prêter. Et ça a donné cette formidable exposition, qui a été une exposition qui a eu plus de succès que Paris-Moscou. Alors que pour nous, en tant qu'historiens d'art, Paris-Moscou était beaucoup plus important, parce que Paris-Moscou révélait pour la première fois montrer ces œuvres qu'on connaissait vaguement par des photos, etc., et que personne n'avait vues, ni les artistes de Moscou de l'époque, ni personne internationalement. Et donc, l'exposition Paris-Berlin, ça a été plutôt une espèce de catharsis culturel, je dirais, entre la France et l'Allemagne. On était au début de cette construction de l'Europe et cette espèce de rapprochement des 2 pays sur le plan culturel a joué évidemment un rôle essentiel.
Et Paris-Moscou, donc on a fait une reconstitution. Alors ça, c'était les passions de Pontus Sulten, parce que il avait fait déjà une exposition Tatlin à Stockholm. Et il avait fait une première reconstitution de la fameuse tour de Tatlin, et il savait qu'il y avait des erreurs. Parce que la reconstitution était faite à partir de 2 ou 3 photos. Il faut vous rendre compte de ça, c'est pas facile, et on n'avait pas de plan. Mais il s'est rendu compte en la construisant qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, et donc on a fait une seconde version qui était déjà beaucoup plus exacte. Il y en avait une d'ailleurs également au musée de l'architecture, on l'a su après à Moscou, et puis on a pu montrer les fenêtres Rosta, etc. Ça a été une négociation extrêmement complexe, extrêmement difficile, parce que eux, les Russes, voulaient évidemment mettre un maximum des tendances réalistes et de la peinture réaliste socialiste, bien entendu. Et on savait que on ne pouvait pas y échapper. Il n'était pas question de faire une exposition uniquement d'avant-garde. Et tout résidait, si vous voulez, de trouver cet équilibre entre les deux. Et je crois qu'on y est arrivé. On a fait des reconstitutions de la tribune de Lénine, de Lissitsky. On a fait reconstitutions qui se baladent toujours d'ailleurs dans plein d'expositions du club ouvrier de Rodchenko. On a reconstitué les kiosques de l'Agitprop. Et voilà. Et les Russes nous traitaient d'ailleurs de romantiques de la Révolution à ce moment-là, parce que eux, à ce moment-là, ça les intéressait plus tellement, la Révolution, dans les années 70. Et une autre exposition qui a eu un succès absolument énorme. Alors, pardon, j'oublie une chose. Et ce qui a été notre très grand succès, c'est que l'exposition Paris-Moscou est allée à Moscou après. On l'a refaite en 80 à Moscou. Et ça, on peut dire aujourd'hui que ça a été peut-être le démarrage d'une certaine manière de ce qui s'est passé à la fin des années 80, c'est-à-dire de l'arrivée de Gorbatchev, de la glasnost et de la perestroïka. Et ça a été le premier dégel sur le plan culturel. Et Brejnev a visité l'exposition. Mais les collègues du musée Pouchkine étaient complètement terrorisés parce qu'il devait mettre quelques lignes à la fin en sortant dans le livre d'or. Et il a dit « belle exposition ». Et alors tout le monde a soufflé. Bon, ça allait. Donc l'exposition Dali en 1979, extrêmement spectaculaire. Une exposition Dali, comme on ne pourrait plus le refaire, on l'a refait. Ces trucs absolument incroyables avec l'accord de Dali à des dimensions absolument énormes dans le forum. Et ensuite, voilà, il y avait. Alors, je vous parle évidemment de ces grandes expositions, de ce qui a fait le succès, ce qui reste vraiment et qui marque l'histoire. Mais en même temps, ce qui était formidable, c'est qu'il ouvre une petite salle qu'il appelle les ateliers d'aujourd'hui. Et là, on montre des artistes à peine connus de la scène parisienne. Qui sont choisis par les conservateurs, et puis il avalise les choix. Et donc, il avait aussi cette conviction que l'art n'était pas fait que par les super-héros. Il disait toujours que Picasso, c'était vraiment ennuyeux pour les musées, parce que dès qu'un musée d'art moderne ouvrait, il devait mettre tout son budget de plusieurs années pour acheter un Picasso. Et il trouvait ça assez scandaleux d'une certaine manière. Il était aussi quelqu'un qui n'était pas du tout proche du marché, comme d'autres directeurs de musées ont pu l'être. Le marché en tant que tel ne l'intéressait pas beaucoup. Et il avait cette croyance dans le fait que une scène artistique c'est fait d'une myriade d'artistes, et que c'est pas simplement un ou deux qui sont mis en avant par notre système médiatique. Je vais aller très vite sur le reste. Donc après, il quitte le Centre Pompidou en 1982, 81-82. Et il prend la direction du Palazzo Grassi à Venise, où il fait une fois de plus une exposition du chant. Il disait d'ailleurs de temps en temps, il disait, vous savez, on fait toujours la même exposition toute sa vie. Et il fait une exposition futuriste, ça c'était tout à fait neuf, et c'était très audacieux parce que personne n'avait osé le faire en Italie à cause de la liaison des futuristes à la fin de leur vie avec le régime fasciste. Une exposition sur l'art italien, une exposition sur Arcimboldo, etc. Ensuite, il va de 91 à 95 à Bonn, en Allemagne, ce qui était, pour les gens qui le connaissaient bien, un peu étonnant, parce que c'est quelqu'un qui avait vécu la guerre. Il avait 18-20 ans au moment de la guerre. Et il n'aimait pas beaucoup les Allemands, a priori.
Et il disait d'ailleurs, il y avait une légende qui disait que quand il venait de Stockholm à Paris en moto, quand il était jeune, il faisait le plein d'essence avant l'Allemagne et il traversait toute l'Allemagne sans mettre un pied par terre ni sans pisser et pour arriver en France sans avoir mis le pied par terre. Et alors, il a fait là une exposition qui lui tenait beaucoup à cœur, qui s'appelait Territorium Artis, et qui était au fond sa manière de voir l'art contemporain, où il montrait surtout tout le territoire de l'art, comment les artistes s'étaient emparés de toutes sortes de domaines complètement extérieurs à l'art, et qui n'étaient plus du tout sur des problèmes simplement esthétiques ou stylistiques, et qui s'étaient emparés des sciences humaines, etc., et avaient vraiment envahi ces disciplines, et comment l'art s'était nourri de tout ça. Alors on a parlé tout à l'heure des reconstitutions, etc. Je crois que c'est quelque chose de très important chez lui et je pense que ça a un vrai avenir parce que l'idée de l'œuvre originale, authentique pour le XXe siècle, c'est quand même souvent très douteux et l'idée de pouvoir faire des copies de reconstitution, des répliques, me paraît quelque chose qui a un avenir certain. J'ai essayé à plusieurs reprises de définir son goût. C'est quelque chose de très très difficile chez Pontus Hultén, ça part dans beaucoup de directions. Je crois cependant sentir qu'il n'était pas un fanat de l'art abstrait. On a mis un bout de temps à acheter un Mondrian. Pour le musée d'art moderne, c'était une espèce de blessure absolument incroyable parce que Denise René avait fait dans les années 60 une exposition Mondrian, tout le monde s'était enthousiasmé dans le milieu de l'art et il y avait une espèce de pression pour que le musée d'art moderne achète un Mondrian. Malraux dit pourquoi pas, faites venir le tableau dans mon bureau et je vais le garder dans mon bureau et le regarder. Au bout de 3 semaines, il dit non, c'est pas bien. Et donc, c'est nous qui avons mis pression parce que c'était vraiment la réparation d'une espèce de plaie. Il a acheté un Mondrian, mais il n'était pas complètement follement enthousiaste de ça. Je pense qu'il allait beaucoup plus dans d'autres directions. Et une fois, il a dit d'ailleurs que ce qui l'avait beaucoup frappé, c'était une discussion avec un Chinois, un directeur de musée chinois, qui lui disait que l'art abstrait, en particulier Mondrian, il ne comprenait vraiment pas ce que ça voulait dire. Et je crois que chez Pontus Hultén, il y avait toujours cette idée de quelque chose d'universel dans l'art qui doit être compris partout, au fond. Et donc, il était beaucoup plus attaché, certainement, à la représentation et aux images. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long. Et je terminerai juste en disant qu'il avait une phrase formidable qui était « De toute façon, on se trompe toujours ». Et je crois que c'est très important de savoir, quand on est directeur de musée, qu'il faut savoir s'engager dans l'art contemporain, s'engager à fond dans ce à quoi on croit, mais qu'on ne possède jamais la vérité. Voilà. Thank you so much, Anne-Sophie and Jean-Hubert, really for this brilliant exposition of... Merci de ce brillant exposé, de ces projets fantastiques. Moi, ici, j'aimerais juste proposer des façons de comprendre le contexte et, comment dire, la qualité spatiale du travail de Pontus Hultén dans les années 60. Et mon point de départ, c'est une description linéaire de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, et trouver des moments critiques et des endroits particuliers pour comprendre comment il menait à bien son travail. Et à partir des années 60, ce qu'il a fait après ici en France. C'est aussi le sujet du festival, le sujet scandinave. La position de la Scandinavie était définie par les grands pouvoirs
qui les ont dominés, et ensuite une diplomatie avancée en ce qui s'agit de la diplomatie étrangère. C'était un peu le panorama dont il venait. Donc, tout d'abord, il y a deux moments importants et qui pourraient être considérés comme déterminants pour le reste de sa carrière. Nous le savons, un exposé, ce n'est pas juste l'addition des œuvres qu'elle contient, comme nous le dit Mickey Ballen et d'autres institutions, mais c'est plutôt une espèce de performance et un marqueur et des actions. Ma première note spéciale a trait à l'institution avec l'exemple de l'art américain, du pop art américain. Et ça, c'est le point de départ. Comme vous le savez, il s'agit de la première exposition de pop art américain en Europe dans un musée. Et cela s'appelle « 6 formes de l'amour et de désespoir ». Et c'est un peu curieux de voir ce que dit Holton. Il dit ceci a lieu aux États-Unis où il n'y a jamais eu d'autonomie des artistes avant. Ce n'est pas vu de façon ironique, mais plutôt de désespérer, un essai désespéré d'aimer sans être aimé en retour. Et ils ont vraiment besoin de s'exprimer eux-mêmes, ces artistes américains, mais leurs expressions semblent court-circuitées. Il semble qu'il est impossible d'aimer ce monde de plastique et de métal. L'expression abstraite est remplacée par l'expressionnisme de la prostate. Je ne sais pas si vous aviez ce point de vue sur l'art américain avant, mais en Suède, c'était une culture pop, vous savez, de la gaieté, du bonheur, enfin. Alors, pour faire cela, c'est un exemple de notre travail. Et, en fait, il y avait une collection de l'avant-garde. Il ne savait pas s'il fallait être d'avant-garde ou une institution. Il ne savait pas s'il fallait lui-même représenter une institution ou appartenir plutôt au monde artistique. Et en fait, cette exposition a duré 7 ou 8 mois de travail. Vous vous rendez compte, faire une exposition en si peu de temps, pour ceux d'entre vous qui sont du métier, c'est une réussite. Et aussi, cela dépendait d'autres facteurs que son propre génie. Et de Philip Cleavers à New York. Le marché était présent. Il y avait Son Urban et Leo Castelli et d'autres galéristes américains qui l'ont aidé à choisir et trouver de bonnes œuvres. Et évidemment, ils voulaient aider les artistes. Eux, ils avaient un intérêt d'aider les artistes, mais ils voulaient également créer un marché à New York, un marché de l'art à New York. Parce que dans les années 60, les familles aisées de Manhattan ne voulaient pas acheter des artistes de pop art, mais ils voulaient acheter plutôt des impressionnistes. Alors, quand ils ont découvert que ces acteurs du pop art commençaient à être appréciés, c'est là qu'ils ont commencé à les acheter. Et voici maintenant. Et il a été aidé par des Suédois comme Klaus Rosenborg. Vous savez qu'il était suédois. Et d'autres étaient à Manhattan, dans les studios, et cherchaient des œuvres. Donc voici le côté institutionnel. La deuxième situation que je voudrais présenter a trait au genre dans le musée. Je vous montre une œuvre que vous tous connaissez tous et qui récemment a été recadrée en tant que une œuvre de Hulten. Et on voit comment il l'a mise en scène. Elle a été construite derrière des murs afin que... Et de cette façon, la presse internationale venait au musée et ne la voyait pas, car elle était derrière les murs.
parce qu'il voulait être il voulait décider quand l'information sortirait à la lumière. Donc ça, ce n'est pas un catalogue, mais une publication de post-production. Et c'est sorti un an plus tard avec toute l'histoire de cette statue et la réception des critiques. C'était des amis qui s'étaient réunis en tant que collectif et qui avaient créé quelque chose qui ne devait pas rester et qui devait être détruit. Et on voit la destruction dans un coin le dernier jour. Et en bas, là, il y a d'autres choses qui se passent. Nikit Saint-Phal, qui devient un charpentier comme les autres dans une fabrication où il n'y avait que des hommes. Et on voit ici Saint-Phal qui joue le rôle de Hoon entre Tinguely et Hulton. Donc, on peut interpréter cette image comme et Utrecht, et elle est entre eux. On voit son rôle en tant qu'artiste et femme. Dans les années 60, on pouvait voir quelques artistes femmes, mais elles étaient très rares. C'était vraiment une décennie très masculine. Et Oldenburg n'était pas à Hoon, il aurait dû y être, mais il a eu sa propre exposition après cela. Et ça s'appelait « Regarder dans le vagin ». Et c'est quelque chose qu'il faisait. En fait, comme il dit, je regardais juste en face du con. J'étais en face du con. Et on voit Eki et Hulver dans l'exposition. Et je crois que on peut finir là. Voici une note entre Est et Ouest, comme vous l'avez mentionné tous les deux. L'exposition de Andy Warhol, une rétrospective d'Andy Warhol en 68 au musée Moderna, au Museet Moderna, n'était pas juste le résultat d'une idée de Holton d'art américain forcé, parce que après la clôture, il y a eu une autre exposition. Je crois que c'est la seule photo de Brest Minorque sur la révolution, le langage de la révolution après 68, qui était une coopération avec le Lernen Musée à Warsaw, à Varsovie. Et peut-être que ça pourrait être donner lieu à une discussion. On voit la maquette de Taclos et on voit que ils ont tous placé les charpentiers directement comme dans la photo originale, en essayant de reconstituer l'avant-garde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et maintenant, on va parler entre nous, mais cela fait 3 jours que l'on parle de Pontus Hulten et ses années de formation. Et est-ce que cela veut dire pour nous à l'avenir? Et nous n'avons tellement peu de temps, il nous reste tellement peu de temps. J'aimerais donner le micro au public. Et j'aimerais savoir si vous avez des questions dans le public. There? Il y en a là? Oui, je vois une main levée. Oui. Don't worry, please sit. Where's the hand? Okay. Je ne sais pas si en français, ça y est. Oui, c'est parfait. Merci, pardon, excusez-moi. Bonjour, j'ai beaucoup été intéressé. La dernière image de votre conférence l'aborde de manière assez logique, parce que disait M. Martin sur la question de la réplique, le statut de la réplique dans une collection par rapport à l'aura de Benjamin, etc. C'est vrai que c'est très audacieux de sa part. L'art contemporain va un peu dans ce sens-là. Vous parliez, madame, déjà qu'il avait osé le faire avec les Brio Box, si j'ai bien compris, de Warhol, voilà, et il était proche de Duchamp, qui lui aussi avait inauguré tout cela. Votre réflexion me semble très intéressante à écouter sur ce point. It's translated. No?
Ça a bien été traduit? Si, ça a été traduit, tout à fait, par l'interprétation. Il faut des écouteurs pour madame. He had several paintings. Non, en fait, il y avait plutôt plusieurs tableaux qui étaient copiés par des artistes très connus. André Raffray. Et vous savez qu'il y a ces chefs-d'œuvre du XXe siècle, superbes, tels que les Demoiselles d'Avignon. Tout le monde sait qu'elles ne peuvent plus voyager, que ce tableau ne peut plus voyager. Le MoMA ne le permet plus de les faire voyager. Il y a eu une copie d'André Raffray du tableau qui est de la même taille et il l'a faite au crayon de couleur. Et c'est fantastique, vraiment. C'est une œuvre merveilleuse. Et Pontus l'a achetée à la fin de sa vie et maintenant il se trouve dans la collection du Moderna Museet. Donc je pense qu'on ne devrait pas se retenir de copies de ce genre. On sait très bien que dans les années, au XVIIe et au XVIIIe siècle, lorsqu'un tableau d'un célèbre peintre était connu, il en faisait faire plusieurs copies par son studio. Et maintenant, c'est fantastique pour les historiens de l'art de décider si si la main de l'artiste se trouve là ou pas, ou si ce ne sont que ses élèves qui ont travaillé à cette copie. Mais en général, ce sont de très bons tableaux, vous savez, parce qu'ils viennent de toute façon du studio même de l'artiste. Donc, je crois qu'au lieu de se concentrer, de l'atelier de l'artiste, pardon, alors au lieu de se concentrer sur les traces de la main de l'artiste, on devrait juste, et je dirais que on va être obligé de le faire, car le nombre d'expositions et le besoin de montrer des œuvres, des chefs-d'œuvre dans le monde, eh bien, nous poussera à cela. Je suis sûre qu'il y aura dans quelques décennies des expositions avec des copies. Évidemment, il faudra qu'elles soient d'excellente qualité, mais je pense que la technologie de nos jours le permet. En fait, Bruno Latour a fait des déclarations dans ce sens et il est convaincu de cela aussi, il en est convaincu. Mais il y a quelque chose d'important. Pontus avait une méthode qui consistait à reproduire des répliques avec les conservateurs des musées. Ce qui est important aussi, c'était que l'artiste l'autorise. Si l'artiste était évident, Jean Libérier vient de nous montrer des images de Tao Taklin qui était une reconstruction de la tour Taklin qui n'a jamais été construite, évidemment. Mais c'est une méthode de survie pour nous de faire cela. Et pour l'instant, je crois que, étant donné que les frais de transport sont exorbitants, eh bien, parfois, pour l'instant, nous devrons le faire pour le public et pour l'artiste. Mais je pense que surtout, il a fait des accords avec des artistes comme Duchamp et Warhol qui l'ont autorisé à faire des copies. Donc, à l'époque, il y avait un certain accord sous-entendu de le faire après. Par la suite, ça n'a plus été le cas. Et les répliques de travail des constructivistes russes et de Taklin, ce n'est pas juste au Moderna Museet. J'ai vu une recherche de Maria Kat qui a analysé les productions de ces constructivistes russes les plus anciens et ils sont dans les musées dans le monde entier. J'ai entendu la sonnette et il me semble que nous sommes arrivés à la fin de la séance. Est-ce qu'on peut poser encore une question ou est-ce qu'on peut continuer? Enfin, est-ce qu'on doit finir? Ah, d'accord. Y a-t-il une autre question? Si c'est une brève question, oh, d'accord. Cyclope, qui est à côté d'ici, à Mille-et-la-Forêt. Est-ce que Pontus Sultan était au courant, puisqu'il y avait Niki de Saint-Phal, Tinguely, et qu'il y a même des morceaux du Centre Pompidou? Oui, absolument. Il y a une, je sais pas comment on l'appelle, une bouche d'aération du Centre Pompidou qui n'a pas été utilisée et qui a été donnée. Oui. Bah, il était parfaitement au courant. Oui, il suivait ça régulièrement puisqu'il était vraiment très très proche de Tinguely, qui était un très grand ami.
Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que Tinguely venait quelquefois voir les expositions avant l'ouverture et donner un avis. Et quand il a vu l'exposition Paris-Moscou, il a dit heureusement qu'on ne connaissait pas tout ça. On n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait dans les années 60 si on avait connu ce que avaient fait les Russes. Oui, il était tout à fait au courant du Cyclope. Bien sûr, il venait souvent. Il a vu l'œuvre en cours d'élaboration, qui était secrète à cette époque-là. Vous savez que il y avait des petits sentiers pour y accéder, etc. Jusqu'à ce qu'un jour Mitterrand vienne visiter le Cyclope. Et alors là, il a fallu le rendre plus ou moins public. Enfin, c'est devenu public après. Okay, that was a quick question and Bon, c'était une brève réponse et ce sera juste une brève conclusion pour vous remercier d'être ici à cette table ronde, ou pas si ronde que cela, mais continuez à lire sur Pontus Hultén, mais surtout allez voir ce que l'on peut voir et allez voir aussi sa façon d'agir en tant que conservateur de musées, car on peut le voir dans beaucoup de musées du monde et je trouve que c'est fantastique de le voir. Et je vous remercie d'être venu et j'espère vous voir le reste de l'après-midi ici.